Mesdames et messieurs, bonjour. Soutenir le Burkina dans la mise en œuvre des élections, tel a été le message de Pierre Boudia, le haut représentant des Nations Unies pour le Mali et le Sahel. Il a été reçu en audience par Isaac Zida. Couverture médiatique de la campagne électorale, des journalistes sont présentement en formation sur la thématique. Cette formation regroupe des rédacteurs en chef de médias et des techniciens. Nous parlerons aujourd'hui de culture avec notre invité du jour qui est Jean-Claude Koudougou, directeur du Musée national. Bienvenue au Trésor du Burkina Info. Zéphirin Diabré, le président candidat de l'UPC à l'élection présidentielle, a officiellement déposé sa candidature et ce en cette matinée au Conseil constitutionnel. Et qu'en est-il du respect du quota genre sur les listes électorales? La coordination des organisations de la société civile appelle au respect du principe du quota genre sur les listes électorales, comme tant pour les élections législatives. La coordination indique que sur certaines listes validées par la Commission électorale nationale indépendante CENI, ce principe n'est pas respecté. En rappel, la loi sur le quota genre a été adoptée en 2009. Et dans moins d'un mois, soit le 19 septembre, débutera la campagne électorale. Et dans cette course, l'affichage pour les partis politiques sera un des défis majeurs à surmonter. Dans le souci de connaître la réglementation dans le secteur pour plus d'égalité, Hassan Akro a rencontré ce matin Thomas Aimé Bado, chef du service de la publicité et du domaine public de la mairie centrale. Suivez son reportage. Ces panneaux seront inondés bientôt par les affiches des partis politiques en quête du pouvoir. Pour éviter une anarchie dans les affichages des publicités des partis politiques, le Code électoral stipule dans son article 69 que, dans chaque commune, le maire désigne par arrêté les lieux publics exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique et des emplacements spéciaux réservés aux professions de foi, circulaires et affiches électorales. Pourtant, cette disposition n'est pas régie par le Code de la publicité au Burkina Faso, appliqué par les mairies. Je crois que dans l'ensemble, le Code de la publicité ne donne pas expressément une part à la campagne publicitaire des partis politiques. Du reste, nous, les textes que nous avons au niveau de la commune de Ouagadougou tirent leur essence du Code de la publicité d'une manière générale. Et c'est en application du Code de la publicité que la mairie a élaboré ces textes. C'est vrai, la campagne avance, mais il ne saurait être question pour la mairie de façon spécifique d'élaborer des textes pour la campagne publicitaire au cours de la campagne électorale. C'est vrai, les partis politiques ont le choix des régies de publicité pour faire passer leur annonce au cours de la campagne politique qui s'amène. Et nous veillerons, comme le CSE le fait, à ce qu'il n'y ait pas de débordement quant au choix des messages qui seront portés sur les panneaux publicitaires des régies de publicité. Je crois que ça, c'est une constance et que la mairie veillera à ce qu'il n'y ait pas d'écart de langage ni dans l'affichage des affiches sur les panneaux publicitaires. Voilà un peu ce que nous comptons faire. Sinon, d'habitude, il n'y a pas de texte qui régit de façon expresse la campagne des partis politiques en ce qui concerne l'affichage sur les panneaux publicitaires. Il s'ensuit donc que la question de l'anarchie publicitaire est inévitable dans les jours à venir, chose qui pourra perturber la question d'égalité de chance des candidats au scrutin du 11 octobre 2015. Parlons élections, mais cette fois-ci hors de chez nous. En Côte d'Ivoire, le COJEP, mouvement créé par Charles Blé Goudé, s'est transformé en parti politique à la suite d'un congrès qui s'est tenu les 14 au 16 août dernier. Le sigle COJEP signifie désormais Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Depuis sa cellule à La Haye, le fondateur du COJEP, Charles Blé Goudé, a annoncé que son nouveau parti se battra pour la paix dans le pays, mais qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Notons cependant que si le FPI se présente comme le partenaire naturel des jeunes patriotes, il a brillé par son absence lors de ce congrès. Au Tchad, l'opposition ne décolère pas après les propos du chef de l'État Idriss Déby Itno, annonce qui indiquait qu'il ne
pouvait quitter le pouvoir dans les circonstances actuelles. Saleh Kazabo, chef de file de l'opposition tchadienne, souligne que l'opinion du président Déby est un aveu d'échec qui le disqualifie. Pierre Boudia, le haut représentant des Nations Unies pour le Mali et le Sahel, a été reçu ce matin en audience par le Premier ministre Isaac Zida. Il est venu transmettre un message fort au Premier ministre, à savoir le soutien de l'Union africaine dans le cadre de l'organisation des élections. Le sujet sur le terrorisme a été également abordé. Ibrahim Zongo. J'étais venu voir le Premier ministre dans le cadre de mes responsabilités de représentant de l'Union africaine pour le Sahel. Et dans ce cadre-là, nous suivons de très près le déroulement de la transition dans ce pays. Et j'étais porteur d'un message de l'Union africaine, un message d'appréciation de comment la transition se passe jusqu'à présent, mais aussi un message d'encouragement. Nous sommes à quelques semaines des élections. Mon message et le message de l'Union africaine au Premier ministre, c'est que nous souhaitons que tout soit fait pour qu'on aille aux élections comme prévu, dans la paix, dans la tranquillité. Et pour cela, bien sûr, les autorités, dont le Premier ministre, ont une grande responsabilité. Je lui ai aussi dit que les autorités de ce pays ont tout le soutien de l'Union africaine. Alors, nous avons aussi parlé de la situation, bien sûr, dans la région du Sahel, en particulier les problématiques de sécurité. Je l'ai informé sur comment l'accord de paix au Mali se met progressivement en application. Et aussi, on a parlé de l'importance que les pays de la région coopèrent pour faire face aux défis de sécurité. Rubrique ActuNet à présent. L'actualité vue de la toile en cette matinée porte sur les près de 2000 passeports diplomatiques jugés invalides. Cette rubrique vous est proposée par Lassane Ouedraogo. Près de 2000 passeports diplomatiques non conformes en circulation, titre le portail d'information Bairi.com. En effet, le Conseil des ministres, en s'en séance du vendredi 15 août dernier, a constaté des irrégularités dans la délivrance des passeports. À la date du 31 mars 2015, la base de données sur les passeports diplomatiques indique un chiffre record de 5734 passeports diplomatiques en circulation et un coût de validité dont 1923 non conformes. Du reste, selon le portail d'information Bairi.com, le gouvernement a adopté un décret portant relecture du décret du 18 décembre 2008 portant fixation des règles de délivrance des passeports diplomatiques et de services. Ce décret permettra d'assainir la base de données des passeports diplomatiques et de services et d'assurer une meilleure gestion du service chargé de la délivrance des dits documents. Et l'article de préciser que le document est délivré par le premier responsable du département en charge des affaires étrangères et peut le retirer pour les motifs suivants: utilisation abusive, condamnation à une peine infamante, condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de 3 mois ou perte de la qualité d'agent de l'État. Et de rappeler que les passeports diplomatiques de l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré, et une vingtaine de dignitaires de son régime avaient été annulés par les nouvelles autorités. Les internautes de ce portail d'information saluent cette disposition du gouvernement de la transition et l'invitent à mettre de l'ordre dans, je cite, ce désordre. C'est du reste l'avis de celui qui se fait appeler les talons enragés. Il écrit: Monsieur le ministre, vous attendez quoi pour les rendre conformes en les retirant? La transition est là pour mettre de l'ordre dans le désordre créé par l'ancien régime. Il ne vous reste que 2 mois et il y a toujours ce désordre dans la transition. Dans ce cas, il faut presser le pas pour mettre sur orbite le nouveau régime qui va venir d'ici là. Un autre, répondant au pseudonyme de Nabiga, écrit: Passeport diplomatique en situation irrégulière. Aux façons de Blaise François Diendéré, tout était en situation irrégulière allant à juste mention des passeports diplomatiques en passant par les postes ministériels au contrat jeté du gouvernement. Tout, je dis bien tout, était en situation irrégulière au Faso. Retirez tout bonnement ces passeports, point, monsieur le ministre. 150 000 francs en moins pour accomplir le 5e pilier de l'islam. C'est la bonne nouvelle du comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque présidé par Cheikh Boni. Hier dimanche, au cours d'une 4e conférence de presse sur le processus d'organisation,
Le comité en charge de l'organisation du pèlerinage à la Mecque s'est réjoui de la bonne avancée du processus qui s'est soldé par la baisse du coût. Sur le site d'information Burkina 24, le comité, après une mission de 3 de ses membres, a réussi à trouver un terrain d'entente avec l'entreprise Mohamed Ghazi Fatani Establishment for Trade. Nous sommes revenus avec des bonnes nouvelles. Je vous informe que la restauration obligatoire à Médine et à la Mecque, nous avons réussi à signer sans ça. Cheikh Bonny et son équipe en ont profité pour dresser les avancées notoires des préparatifs. Sur les 5500 pèlerins qui se sont inscrits, le transport de 5200 d'entre eux sera assuré par la compagnie saoudienne Nas Air. Les 300 autres pèlerins seront convoyés par les vols réguliers. Le comité en a profité pour éclairer la lanterne de l'opinion publique sur les histoires de commission. Les commissions, les retenues sur les histoires de Hajj, cela ne nous intéresse pas du tout, dira tout simplement Cheikh Bonny. À la suite de cet article, Ibrahim Ouedraogo félicite le comité. Merci pour les différentes explications, bon vent à vous. Mahamadi Ouedraogo, lui, ne croit pas en la sincérité des membres de cette commission. Il écrit « Les voleurs vont tout faire pour voler les pèlerins. Allah subhanahu wa ta'ala vous voit tous. » Création d'un ministère des Burkinabés de la diaspora. Le N23, organisation de la société civile de la diaspora burkinabé, suggère la création d'un ministère des Burkinabés de la diaspora qui, selon eux, n'est pas à fondre dans le ministère des Affaires étrangères. Quant à la mission principale de ce ministère des Burkinabés de la diaspora, il devra, avec les Burkinabés de la diaspora, préparer les élections de 2020 selon Prograwa, un des responsables du mouvement. À cet effet, le N23 a lancé un appel à tous les candidats à la prochaine présidentielle d'en faire une de leurs priorités. Comme indiqué en titre, des journalistes sont présentement en formation sur la thématique de la couverture médiatique en période électorale. Le point avec Viviane Bama. Information, il faisait état de ce que la communauté Mouaga de Pouziga aurait décidé. Les médias burkinabés ont joué un rôle prépondérant avant et pendant l'insurrection populaire qu'a connue le pays en octobre 2014. Pendant cette période, certaines stations radiophoniques sont passées dans l'art d'attirer toutes les oreilles sur elles. Au nombre de ces dernières s'inscrivent Ouaga FM et la chaîne des radios Omega. La dernière citée, jadis peu connue des Burkinabés, a ainsi vu son audimat franchir un certain seuil dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Un fait qui permet donc à Omega FM de se positionner dans l'univers des stations radiophoniques burkinabées. La chaîne des radios, peut-être la mieux écoutée à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, bien entendu, c'est le résultat d'un travail professionnel qui a été fait depuis que la chaîne des radios a été lancée. Nous avons mis en place un dispositif qui devrait nous permettre donc d'être beaucoup plus efficace en permettant à l'ensemble des auditeurs de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso d'être informés, non seulement d'avoir une information fiable, juste, accessible à tous les publics et une information constamment renouvelée. Et qu'est-ce qui justifie un tel regain auprès de cette station créée il y a de cela 4 ans? La confiance que les gens ont eue de nous pendant l'insurrection populaire fait que même après l'insurrection, on continue d'avoir cette confiance, ce qui est d'ailleurs aussi une responsabilité pour nous. Une nouvelle donne qui n'a d'ailleurs pas manqué d'inciter les administrateurs de cette chaîne à de plus grandes ambitions. Je pense qu'au Burkina, c'est la seule station de radio qui a pu mettre une application smartphone, Android, qui permet à l'ensemble des auditeurs, où qu'ils se soient sur l'ensemble du territoire national ou partout sur la Terre, dès lors qu'ils sont connectés sur Internet, quand vous touchez sur l'application Radio Omega, vous pouvez écouter Radio Omega. Quant à Ouaga FM, longtemps reconnue par le CSI comme la radio d'information générale en langue française la plus écoutée, elle s'est faite des sueurs froides aux heures chaudes de l'insurrection populaire. L'insurrection a été un moment particulier parce qu'il faut savoir que la journée du 30 octobre déjà, Ouaga FM avait pris toutes les dispositions nécessaires avec le journaliste qui a été envoyé au niveau de l'Assemblée nationale et déjà il avait commencé à donner l'ambiance qui prévalait sur le terrain jusqu'à ce que l'Assemblée nationale tombe aux mains, je dirais donc des insurgés. Et après maintenant, pour des raisons de sécurité aux environs de pratiquement 12 heures, la radio a interrompu ses programmes. Je pense que ça a été un coup dur pour nous et on a repris dans la soirée et puis depuis lors la radio a continué son petit bonhomme de chemin. Elle a donc vite repris place et grâce à une de ses émissions favorites, elle continue de tenir la route. Un succès que le rédacteur en chef justifie.
Waga FM, le programme de la radio, est composé à 80% des sessions d'information en continu. De 7h à 23h, nous avons des sessions d'information pratiquement à toutes les heures. Et je pense que c'est l'une des forces de la radio. Il y a également, bien sûr, l'émission Affairage qui passe tous les jours du lundi au vendredi de 6h30 à 7h, qui représente une tribune d'expression pour les populations burkinabées sans exception. On nous appelle de partout. A noter que si certains médias ont vu leur taux d'audience s'accroître à la faveur de cette insurrection qu'a connue le Burkina, d'autres par contre sont au bout du gouffre. Le reportage que vous venez tout à l'instant de suivre est de William Bationo. Il portait tout simplement sur la thématique de l'éclosion des nouveaux médias après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier. Guy Koffé, voici un des quartiers de la ville de Ouagadougou difficile d'accès après la pluie. Afin de permettre à tous de rejoindre leur domicile ou la ville, l'association Aide pour tous a décidé de réhabiliter le pont de leur zone. Doumadier Guel Rodrigue. Des jeunes transportant des brouettes remplies de sable par-ci, d'autres un peu plus loin avec des pelles mélangent le ciment avec le sable. Nous sommes au quartier Yamtenga où les jeunes de l'association Aide pour tous se sont mobilisés pour la réfection du pont qui relie ces quartiers à Djikofé. Ce au regard du calvaire que subissent les riverains en cette période hivernale. Premièrement, c'est comme vous voyez tout le lit du bas-fond qui est carrément dégradé et que quand il pleut, la population n'a pas accès à leurs maisons, à leurs concessions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après une forte pluie, les gens sont obligés de chercher ceux qui connaissent nager pour venir faire sortir les femmes et les enfants. Bon, quelques autres ont pu profiter pour s'enrichir, mais d'autres aussi, pendant que certains se réjouissent, il y a d'autres aussi qui pleurent. Donc pour résoudre cette situation, on a essayé de réunir la population pour encore de nouveau travailler de manière à arranger tout ce passage-là pour que les gens puissent passer, même quelle qu'en soit la pluie qui aurait dû tomber. Kipsa Ouedraogo est l'initiateur de l'activité. Il nous donne les raisons qui l'ont amené à soutenir cette activité. Vous savez, je suis de l'arrondissement. Dans le cadre de nos activités, on est appelé à parcourir les secteurs, les zones. Et c'est lors d'une AG où tous les intervenants ont posé le problème du passage pour rejoindre la ville. Presque tous les intervenants ont posé ce problème. Alors, une association de la zone a initié une opération pour réhabiliter le pont. Et j'ai sauté sur l'occasion pour dire, ben voilà une occasion de soutenir ceux-là qui sont en difficulté. Et ceux de Djikofé en particulier, mais de façon générale, tout ce qui se passe dans l'arrondissement nous intéresse. Et nous interviendrons partout à la mesure de nos moyens. Et le président de l'association Aide pour tous d'inviter les usagers de ces ponts à éviter les pratiques qui pourraient dégrader les joyaux. Nous invitons toute la population à travailler avec nous afin de pouvoir garder ce pont que nous avons essayé de faire pour le bien de tous. Nous invitons également les charretiers qui creusent le trou à bien vouloir vraiment arrêter de faire cette activité qui, soi-disant, est une rentabilité, mais pour nous, est une destruction, si on peut le dire. Et nous invitons tous ceux qui peuvent et veulent le bien-être de la population à venir avec nous pour qu'ensemble nous puissions travailler. L'association Aide pour tous, créée en 2012, entend œuvrer pour le bien-être de la population. Autre réalité dans la ville de Ouagadougou, il s'agit de la prostitution, qualifiée de plus vieux métier du monde. Quels sont les textes qui régissent ce phénomène? Viviane Bama. La prostitution est un métier qui traverse tous les âges et toutes les sociétés et prend de plus en plus de l'ampleur dans la société burkinabé. Afin de tenter de minimiser le phénomène, le législateur a prévu des lois en la matière. Selon l'article 423 du Code pénal burkinabé, la prostitution est définie comme étant le fait pour une personne de l'un ou l'autre sexe de se livrer habituellement à des actes sexuels avec autrui, moyennant rémunération. Est punie d'un emprisonnement de 15 jours à 2 mois et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se livre habituellement à la prostitution par accolade sur la voie publique. Une autre loi, la loi du 13 avril 1946, toujours en vigueur,
En son article 3, cette loi stipule que seront punis d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 200 000 francs CFA ceux qui, par geste, parole, écrit ou par tout autre moyen, procéderaient publiquement ou tenteraient de procéder au racolage de personnes de l'un ou de l'autre sexe en vue de provoquer la débauche. Cette même loi réprime le proxénétisme, qu'il soit exercé par un individu, un hôtel ou un pourvoyeur de local privé, c'est-à-dire les gérants ou propriétaires de chambres de passe, de maisons closes ou d'hôtels. Mais force est de constater que ces mesures n'inquiètent en rien les acteurs du milieu. L'impression est que le phénomène va grandissant et les faits divers en la matière n'en manquent pas. La dernière en date, un mouvement d'humeur des habitants du quartier d'Apoya contre les professionnels du sexe. Hors de chez nous, Juliane Bone, l'une des grandes figures du mouvement pour les droits civiques, vient de s'éteindre en Floride à l'âge de 75 ans, déçue d'une courte maladie. Juliane Bone se voulait aussi le défenseur des droits de tous les Américains et s'est prononcé en faveur du mariage gay condamné par bon nombre de Noirs. Juliane Bone est née à Nashville en 1940. Barack Obama, à propos de l'homme, signale qu'il a permis de changer les États-Unis pour le rendre meilleur. Autre actualité au Niger, les fortes pluies ne font pas uniquement des dégâts et des sinistrés au Burkina. Au Niger voisin, les pluies ont provoqué la mort de 4 personnes et plus de 20 000 personnes sont touchées par les inondations. Selon Cathy Kam, responsable communication au Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires de Niamey, la région de Zender est la plus touchée avec environ 35% de la population totale. En rappel, les inondations de 2012 avaient laissé plus de 5 000 personnes sans abri et fait 100 morts. Nous recevons à présent sur ce plateau du 13h Jean-Paul Koudougou, directeur du Musée national du Burkina. Nous parlons aujourd'hui culture et plus précisément de l'exposition Gurunsi qui a débuté le 24 juillet qui doit prendre fin le 18 octobre prochain. Bonjour et bienvenue sur ce plateau du 13h. Bonjour madame. Dites-nous, Monsieur Koudougou, quel bilan peut-on établir à quelques mois, disons à quelques jours de la fin de l'exposition Gurunsi? Le bilan est très satisfaisant à cette étape parce que l'esprit c'était de mobiliser toute la communauté autour de l'événement et nous avons été agréablement surpris par l'engouement qui a été manifesté pour cette activité. Donc déjà pour ce qui concerne la cérémonie de vernissage où il y a la mobilisation était au-delà de nos attentes, il y a eu aussi les concerts, notamment pour les artistes modernes et aussi les troupes traditionnelles aussi Gurunsi qui ont presté. Et aujourd'hui, on assiste toujours à une forte affluence au niveau des salles d'exposition. Donc à cette heure, nous sommes vraiment satisfaits de ce qui s'y passe. Et combien de visiteurs note-t-on déjà? À cette heure, on a environ 3500 visiteurs déjà, alors qu'on escompte pour les 3 mois 15 000 visiteurs. Et au rythme où les choses se passent, nous espérons que nous allons même dépasser cette prévision. Alors parlons d'exposition, quelle est l'œuvre qui attire le plus de personnes? Il faut dire qu'en réalité, au sein des expos, c'est-à-dire les œuvres qui sont exposées dans les salles, il y a quand même des choses qui sont assez particulières. Mais ce qui attire le plus les visiteurs, ce sont tous ces masques hôtels qu'on voit et qu'on ne connaissait pas. Et aussi ces ustensiles de cuisine très anciens, voilà, qui étaient utilisés dans la société traditionnelle. Donc ce sont ces éléments qui ne font plus partie du quotidien des populations qui aujourd'hui attirent le plus les regards et je crois que c'est à notre grande satisfaction. Pour la mise en œuvre de cette exposition, êtes-vous en collaboration avec d'autres musées, voire des collectionneurs privés? Oui, pour des collectionneurs, oui. En fait, nous travaillons avec monsieur l'abbé Modira Kinda, qui est le curé de la paroisse de Zoula. Et c'est un prêtre, c'est vrai, mais il est en même temps promoteur culturel. Et il est à l'origine du Ferikali, qui est un festival de promotion culturelle du sous-groupe Lilé. Et il a mis à notre disposition des objets qu'il a pu collecter lors de ses tournées dans les villages, des objets très anciens, des objets qui ont disparu aujourd'hui. Et c'est tout ça qui fait le bonus de l'exposition. Donc c'est l'occasion en même temps pour nous de saluer cette bonne collaboration et d'inviter les autres, tous ceux qui ont des objets, qui ont des choses à montrer aux enfants, ne pas hésiter à les mettre à disposition du musée pour qu'on puisse encore enrichir cette exposition-là. Et comment se fait la collaboration avec les communautés Gurunsi quant à la mise en œuvre même de cette exposition? Il faut dire qu'on a travaillé avec toutes les strates socio-professionnelles,
C'est vrai qu'on a un peu déploré la participation qui a été assez faible des étudiants, mais on l'a compris, ils sont en période de vacances. Mais déjà, il y a certains qui reviennent et que le samedi passé déjà, ils ont tenu à organiser une conférence. Et je crois qu'il y a tout un programme d'activités qu'ils veulent déployer en collaboration avec le Musée national et cela nous fait plaisir. Il faut dire aussi que pour ce qui concerne les autres professionnels au niveau du commerce, notamment pour ce qui concerne ceux qui font du porc au four ou bien de petits commerces comme ça, ils sont concernés. Les professeurs au niveau de l'université, la population même de façon globale comme ça, chacun se sent concerné et je crois que c'est un atout quand même de cette exposition-là. Une exposition qui prend fin le 18 octobre prochain. Alors, quelles sont les autres activités qui sont à venir? Bon, déjà à la fin de ce mois, ça veut dire le 29-30, on aura une foire gastronomique des mets typiquement Gurunsi. Et c'est ce qu'on veut offrir aux différents publics. Ensuite, il faut dire que le colloque sous-régional est pour bientôt, ça veut dire le 18-19 septembre. On aura un colloque sous-régional avec des sommités du monde scientifique, notamment au niveau du Togo et du Ghana qui seront là pour participer avec nos chercheurs universitaires locaux ici. Bon, en plus, on aura une autre prestation de troupes traditionnelles avant d'avoir ce mini-festival de masques Gurunsi qui va être l'apothéose en termes d'animation et des réalisations de l'exposition. En parlant de mini-masques Gurunsi, quelle est la valeur culturelle de ces masques-là pour les Gurunsi? Il faut dire que les masques ont plusieurs fonctions et le professeur Oumarou Nao en a parlé à foison dans le texte qu'il a proposé pour l'exposition. Les masques jouent un rôle important dans la société Gurunsi. Et ce sont ces masques-là aussi qui sont un des fondements de l'identité culturelle Gurunsi. On a plusieurs types de masques, je ne peux pas les citer, mais on sait qu'au-delà de la fonction ludique, ils ont aussi des fonctions thérapeutiques. Ils jouent aussi sur le plan social une fonction de cohésion sociale. Et c'est des masques aussi qu'on utilise pour pouvoir exorciser et maintenant permettre à la société de vivre, d'avoir une certaine harmonie et de permettre aux différentes populations de pouvoir mieux s'entendre. Déjà, elles s'identifient à certains types de masques et c'est vraiment intéressant que les gens puissent venir voir, même si ce n'est pas le masque entièrement, les têtes des masques, mais comprendre aussi le rôle que le masque joue dans la société traditionnelle. Quelles sont les heures d'ouverture pour pouvoir avoir accès au musée national? Le musée est ouvert officiellement du mardi au samedi, de 9h à midi et demi et de 15h à 18h. Mais pour l'occasion, exceptionnellement, tous les samedis et les dimanches, il y a toujours des permanences. Même le lundi, ceux qui veulent visiter, ils trouvent toujours quelqu'un pour les guider. Alors, une dernière question, d'où vient l'idée de vouloir créer une exposition dédiée uniquement à la culture Gurunsi? Et dans la même perspective, y aura-t-il d'autres cultures qui seront valorisées? Oui, bien sûr. Je crois qu'en fait, on est en train de ramener le musée dans son rôle premier. Vous savez que les gens ont toujours déploré le fait que les musées africains n'étaient pas ouverts aux cultures locales. Et nous, on veut combler un peu ce vide-là en permettant aux communautés locales de s'approprier l'équipement. Et c'est pour ça qu'on a commencé par le groupe Gurunsi. Voilà, c'est un choix qui s'explique, comme je l'avais dit, par le fait que c'est un des groupes les plus anciennement installés au Burkina. Depuis 1000 ans, pratiquement. Voilà, pratiquement. Donc, on va s'orienter vers d'autres groupes. On a une centaine de groupes ethniques. Donc, c'est montrer vraiment tout le trajet qui reste à faire. Je crois qu'après le groupe Gurunsi, on va proposer à notre public une autre communauté pour qu'elle puisse s'exprimer à travers l'espace du musée. Donc, je crois que c'est vraiment le rôle du musée qu'on est en train de mettre en exergue et montrer qu'en réalité, le musée appartient d'abord aux communautés, voilà, avant tout autre type de public. Alors, quel est votre dernier mot à l'endroit de toutes les personnes qui nous suivent présentement? C'est les inviter une fois encore à participer activement aux activités, les jeunes, les vieux, les femmes, les enfants. Vraiment, le musée est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est une exposition Gurunsi que c'est seulement les Gurunsi qui doivent venir. Tout le monde est invité à venir découvrir cette richesse culturelle que les Gurunsi détiennent. Et ça va permettre aussi déjà aux autres de mieux connaître ce groupe et voir comment on peut renforcer vraiment ce vœu de cohésion sociale et de fraternité humaine qui fait quand même la différence et qui singularise notre pays dans le concert des nations.
Y a-t-il au cours de cette exposition la parenté à plaisanterie, surtout avec les Yatsé qui sera développé? Y a-t-il disons, un festival ou une présentation de cette parenté à plaisanterie? Oui, bon, vous avez au sein de l'exposition déjà un bronze, voilà, une statue en bronze qui montre la parenté à plaisanterie entre Djain Bissa et un Gouroussi. Et il faut dire aussi que quand même le musée est beaucoup fréquenté. Cette exposition elle est vue par beaucoup de Bissa. Donc ça montre quand même qu'ils se sentent concernés aussi. À la source de leur chef. De leur chef, je ne sais pas. Mais bon, je crois que ça leur plaît aussi de venir voir un peu ce que font les Gouroussi. Et je crois qu'il y a une bonne ambiance vraiment très conviviale entre ces deux groupes-là. Et c'est un des objectifs atteints qui nous fait plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ceux qui voudraient découvrir la culture Gouroussi et plus encore connaître ce que c'est que la parenté à plaisanterie entre Gouroussi Bissa, voire Yatsé, rendez-vous est pris au Musée national et ce jusqu'au 18 octobre prochain. C'est tout pour cet entretien avec Jean-Paul Koudougou, directeur du Musée national du Burkina. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous suivent depuis Konkuyan dans la province du Naouri et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Djouane.